Du 16 au 18 mars dernier avait lieu le Boston Seafood Show. Jim Export a été faire son tour ainsi que les principaux acteurs du milieu de la pêche. Donc, on va revenir sur cet événement-là avec André-Pierre Rossignol, conseiller senior chez Jim Export. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, merci. Donc, avec tout ce qui se passe, là, les tarifs douaniers, on sait plus ou moins si, comme on en parlait, si ça va avoir lieu, mais ça crée de l'incertitude, comme tu disais. Donc, les marchés se font brasser un peu. C'est la même chose pour l'industrie de la pêche. Les pêcheurs ne savent pas trop à quoi s'en tenir. Ben, les pêcheurs, le secteur surtout. Donc, je voudrais savoir un peu comment ça s'est passé au Boston Seafood Show. Dans le fond, l'objectif principal de Jim Export, c'était quoi? En fait, l'objectif principal pour aller dans un salon comme le Boston Seafood Show, qui est de loin pour notre industrie ici en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine par la bande, c'est un peu voir l'état des marchés là, juste avant le début de la saison de la pêche. Donc, ça permet de rencontrer nos clients actuels, de rencontrer des clients potentiels futurs, d'établir des stratégies, de voir un peu où est-ce que ça va le marché. Puis c'est certain que cette année, c'était une édition là, assez spéciale là, avec la menace de tarifs qui plane sur nous depuis quelques mois maintenant. On sait qu'à l'heure actuelle, ils sont prévus pour entrer en vigueur le 2 avril. Donc, en date d'aujourd'hui, il n'y en a pas. Le 2 avril, il y en aura peut-être. Donc, ça crée beaucoup d'incertitudes sur les marchés. Ça devient difficile de planifier en ne sachant pas là, à quoi s'attendre réellement. Il y a 80% environ de ce qui est produit en Gaspésie dans le secteur des pêches qui est exporté aux États-Unis. Ça a été quoi la réaction des partenaires, des acheteurs qu'on a déjà aux États-Unis au Seafood Show? Bien, c'est certain que, évidemment, c'est notre client principal et de loin. Là, on exporte plus de 80% dépendamment des espèces, donc ça fait une moyenne. Puis je voudrais que les discussions qu'on a eues, puis les conférences qui ont eu durant le salon, parce qu'évidemment, le salon, c'est des kiosques d'exposition, mais c'est aussi des conférences, etc. Puis les gens à qui on a parlé, il y a personne qui comprend réellement là, cette démarche-là, puis ça affecte tout le monde de façon négative. Là. Donc, nos clients américains actuels et potentiels ne sont pas nécessairement en accord avec ça. Ça ne fait pas nécessairement leur affaire finalement. Là. Mais bon, je pense qu'on évolue tous avec un peu les contraintes qui viennent d'en haut, sur lesquelles on a peu ou pas de contrôle. Alors, c'est sûr qu'il faut entre guillemets faire avec pour l'instant. Mais je rappellerai qu'à l'heure actuelle, il n'y en a pas de tarif. Peut-être qu'il y en aura du avril, peut-être pas. Mais ça devient difficile. Là, on n'a pas de boule de cristal. Alors, si on en avait une, ça serait beaucoup plus facile. Est-ce qu'il y a des discussions qui ont quand même eu lieu, justement? Même si on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, est-ce que les acheteurs que vous avez, pas vous, mais je veux dire que le secteur des pêches a déjà là-bas, est-ce qu'ils disent quand même, regarde, on va quand même acheter ou il n'y a personne qui a voulu se... En fait, là, on constate qu'il y a une grande demande sur le marché. Il n'y a pas beaucoup d'inventaire qui reste sur le marché. Donc, oui, il y a une demande pour nos produits. Puis les acheteurs sont probablement prêts à payer même un peu plus que ce qu'ils payaient l'an passé. Donc c'est intéressant là, à ce niveau-là. C'est le son de cloche qu'on a. Par contre, le grand inconnu, c'est est-ce qu'il y aura un 25 %? Parce qu'évidemment, là, le prix qu'ils sont prêts à donner, c'est le prix final. Alors, qui va absorber, comment on va se partager cette facture-là de 25 potentiel de 25 ça demeure à élucider, mais je pense qu'on a une bonne idée de ce que les gens sont prêts à payer sur le marché à l'heure actuelle. Là. Donc, comment ça pourrait pas impacter, mais comment ça pourrait se traduire si le 25 % arrive? Nos acheteurs américains sont toujours là pour acheter parce que le marché, ils en ont besoin. Ici, chez les pêcheurs, chez les transformateurs, ça va. Qu'est-ce qui pourrait arriver à ce moment-là? Mais il y a plusieurs éléments dans tout ça. Là. Finalement, là, est-ce que l'acheteur américain va en payer un petit peu plus? Probablement. Est-ce que le taux de change qui est en baisse, qui est très avantageux pour nous à l'heure actuelle, va compenser une partie, assurément? Alors après ça, il va rester là, une portion, on dirait probablement se séparer entre les industriels et les pêcheurs, là, finalement, là, pour de partager un peu le risque, puis s'assurer que tout le monde y trouve son compte. Donc, il y a plusieurs éléments là, qui sont en mouvement, qui devront s'arrimer pour arriver à une solution
qui se tient pour tout le monde, finalement. Mais c'est certain que on n'entrera pas de catastrophe là, comme on a pu y penser. C'était un peu des fois le premier réflexe qu'on a entendu parler de tarifs, là, mais finalement, là, il y a une demande sur le marché, on a des beaux produits. Je crois qu'il n'y a pas d'inventaire beaucoup, donc je pense que le contexte est quand même bon. Puis s'il n'y a pas de tarifs, tant mieux, ça va être encore mieux. Puis même s'il y en avait, je pense qu'on va quand même tirer notre épingle du jeu. Donc c'est pas trop alarmant, on pourrait dire. Non, puis on ne se cachera pas non plus aussi qu'il y a une certaine baisse de quotas dans le golfe ici dans la zone 12, donc c'est certain que ça crée un peu de rareté là, sur les marchés à ce niveau-là également. Donc c'est pas trop alarmant. Là. Je dirais que ce qui nous alarme plus, qu'on en a discuté un peu plus tôt, là, c'est les fameux tarifs chinois, donc qui passent un peu sous le radar, on en parle beaucoup moins, mais finalement qui sont en vigueur depuis hier, là, qui affectent un nombre limité de secteurs. Là. On parle du secteur des pêches, on parle du secteur du porc et des produits du soya dans l'Ouest. Ce sont des tarifs qui ont été mis en place là, en réponse finalement là, aux tarifs canadiens imposés sur les véhicules automobiles électriques chinois et qui sont en vigueur depuis hier, qui ont été annoncés il y a 2 semaines environ. Donc ça peut avoir un impact là, parce que même si nos entreprises du Québec exportent peu sur le marché chinois, les concurrents des provinces maritimes qui exportent beaucoup plus sur le marché chinois risquent de se retourner un peu vers l'Europe, vers l'Amérique un peu pour écouler certains produits. Là. Donc rajouter de ces produits-là sur le marché québécois, faire un peu de concurrence. Exactement. On peut se remonter une situation au 2 avril que si les tarifs américains s'avéraient, plus les tarifs chinois, on aurait là, une grande partie du marché là, avec des barrières tarifaires qui ne nous empêchent pas de vendre d'ailleurs, mais qui compliquent un petit peu les choses. Il y a certains produits substituts, donc on aura de la compétition là, sur nos marchés. Est-ce que lors du Boston Seafood Show, ça a été l'occasion aussi de pouvoir explorer un peu s'il n'y a pas d'autres endroits où est-ce qu'on pourrait exporter nos produits? C'est certain. Par contre, il faut savoir que le salon de Boston, c'est un salon très nord-américain là, qui vise vraiment les acheteurs américains. Il y a des gens d'une 50aine de pays qui y participent, mais c'est essentiellement, là, ça vise le marché américain. Par contre, ce qui est intéressant aussi de voir dans cet événement-là, c'est tout ce qui est au niveau là, des innovations en termes de machinerie, d'emballage, de technologie, de nouveaux produits de 2e, 3e, 4e transformation de produits, entre autres pour le Sébaste, finalement, qui revient finalement graduellement dans notre industrie. Donc, ça devient intéressant de voir un peu qu'est-ce qui se fait ailleurs, c'est quoi les opportunités, de quoi on peut s'inspirer et adapter pour notre réalité. Dans le fond, lui qui permettrait de faire de l'exploration, ça serait plutôt celui que tu me parlais tout à l'heure de Bruxelles. C'est ça. Barcelone. Mais anciennement, Bruxelles. Ça a été à Bruxelles durant de nombreuses années. C'est déménagé à Barcelone depuis l'après-COVID, finalement. Qui s'appelle le Seafood Expo Global. Donc, c'est un peu dans le nom, le global, là, qui est vraiment central, qui regroupe des participants d'environ 150 pays. C'est énorme comme événement. Puis, justement, ça permet d'explorer le marché, entre autres, européen. Puis, de rencontrer des gens là, d'un peu partout, finalement. C'est vraiment un événement de très grande envergure. Qui aura lieu au début mai. On y sera présent, donc on va être là pour voir qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui se présente à nous comme opportunité. Pour soutenir le secteur des pêches, est-ce que le gouvernement a proposé quelque chose ou est-ce que Jim Exports aimerait que le gouvernement puisse faire quelque chose pour le secteur des pêches? C'est certain qu'à l'heure actuelle, là, il n'y a pas de mesures spécifiques annoncées au secteur des pêches. Donc, on saura que le gouvernement a annoncé quelques mesures là, pour aider les entreprises à faire face aux tarifs douaniers américains. Par contre, il n'y a pas de mesures spécifiques au secteur des pêches. Alors, c'est certain que nous, chez Jim Exports, considérant que c'est notre secteur d'activité principale ici en Gaspésie, on revendique là, ce qu'on appelle un certain coffre d'outils. Hein. Nous, on dispose d'une certaine expertise à l'interne, on a une bonne connaissance de l'industrie, des marchés, des enjeux et tout ça. Par contre, ça nous prend des outils pour pouvoir aider les entreprises là, à se développer, à diversifier les marchés. Puis on pensera entre autres là, notamment là, au Fonds des pêches du Québec qui actuellement ne dispose plus de fonds. Donc c'est un outil qui permettait aux entreprises justement d'acquérir des équipements, d'améliorer leur productivité, etc., de faire face à des changements de demande, de marché. Alors nous, c'est certain que chez Jim Exports, on recommande au gouvernement là, finalement de nous permettre de se doter d'outils spécifiques à l'industrie de la pêche là, qui nous permettront de nous aider à diversifier les marchés, diversifier les produits. Okay. Parlant d'équipement, le Boston Seafood Show, c'est pas juste du réseautage puis des discussions. Tu me disais tout à l'heure que c'est l'occasion de pouvoir découvrir
de nouvelles technologies, de nouveaux équipements. Est-ce qu'il y a des choses qui sont intéressantes, il serait intéressant que les pêcheurs puissent avoir par ici? C'est certain que c'est un salon qui s'adresse principalement aux établissements de transformation, aux industriels. Donc, ce sont des équipements de transformation de produits, d'emballage, etc. Donc, oui, les équipementiers sont présents, puis ils amènent les machines grandeur nature qu'on peut voir là, au niveau d'emballage, de tri, pour le trier les poissons, les crustacés, etc. Donc, ça permet de voir l'évolution de tout ça. Là, ça fait penser. Évidemment, nos entreprises ici, ils ont tous des équipements là, assez modernes, mais à chaque année, là, il y a des nouvelles choses, il y a des nouvelles améliorations. Donc, c'est intéressant de voir l'évolution de tout ça. C'est certain que, dépendamment, là, si on parle de reprise, de transformation du CEBAT, mais c'est certain que c'est intéressant de voir les équipements de filetage, entre autres, de transformation de poissons qui sont absents de nos usines depuis un certain temps maintenant, là, considérant le moratoire depuis le début des années 90. Oui, bien, Sébastien, la pêche a été relancée juste l'an passé, je pense. Oui, c'est ça. Avant, on avait une pêche un peu exploratoire. Donc, il y avait un certain volume qui rentrait quand même là, pour faire un peu des tests de biomasse. On le transformait pour pas le perdre. Maintenant, la pêche est ouverte un peu plus at large. Donc, il y a la possibilité de pêcher de beaucoup plus grand volume. Mais encore là, faut-il être en mesure de l'absorber, de le transformer et de le vendre. Là. D'ailleurs, pour sortir un petit peu du sujet du Boston Seafood Show, la pêche au Sébastien, comment ça a été pour cette première année-là? J'imagine qu'ils ont donné un quota, les pêcheurs... Ouais, c'est certain qu'il y avait un quota assez considérable l'an dernier, je crois, de 60 000 tonnes, qui a été très partiellement capturé. Donc, je pense qu'il y a eu 16 ou 17 pêcheurs qui sont sortis là, pêcher de Sébastien. Vous savez, là, c'est bien beau qu'on dise que la pêche est réouverte, mais encore faut-il qu'il y ait quelqu'un pour l'acheter et le vendre. Donc, faut un peu reconstruire le marché. C'est une espèce qu'on n'exploite plus depuis le début des années 90. Donc, on parle d'une trentaine d'années. Donc, il faut reconstruire un peu là, nos liens sur le marché, de faire connaître notre produit, s'adapter avec la taille, donc faire des produits là, qui vont fonctionner avec ce qu'on a comme poisson. Vous savez, on ne fera pas un gros filet avec un petit poisson. Je sais pas, c'est quoi la grandeur d'un Sébastien? Ça, présentement, là, il a atteint la taille commerciale minimale. Par contre, il est grossi. Parce qu'au relevé biologique, là, le poisson ne grossit plus beaucoup. Alors, il n'a pas beaucoup de gros ébats dans l'eau. Alors, il est très petit, plus petit que ce à quoi on s'attendait. Donc, je pense qu'il faut se tourner vers des solutions alternatives, là, entre autres, de produire des produits de deuxième ou troisième transformation là, à base de Sébastien, que ce soit des galettes, etc., là, de poisson, non, à base de chair de Sébastien, plutôt que de penser seulement à faire du filet. Mais j'avais entendu parler qu'il semblerait que le Sébastien est tellement en surnombre dans le golfe du Saint-Laurent que, étant donné que il ne peut pas manger la nourriture qu'il a besoin, c'est pour ça qu'il reste tout petit. Hein. Quoique je fais ça, mais je ne sais pas c'est quoi la nourriture de Sébastien. C'est à peu près ça, c'est pas très grand. Là. Ouais, c'est vrai que le filet, t'en as besoin de quelques-uns pour faire et vous savez, il y a une entreprise au Bas-Saint-Laurent, Chasse-Marie, qui fait un Sébastien en conserve là, absolument délicieux. Vous allez voir, ce sont des tout petits filets, mais il y a des moyens de valoriser ce type de produit-là, là, autant justement en canage comme ça, qu'en galettes ou saucisses de poisson, entre autres. Là, il y a différentes possibilités. Là. OK. Sinon, pour le Boston Seafood Show, y a-t-il quelque chose qu'on pourrait rajouter là-dessus? Bien, je pense que ça a été intéressant cette année là, dans le climat actuel. Je pense que c'était nécessaire finalement là, que les gens puissent se rencontrer, là, autant les acheteurs américains que nos producteurs ici, là, dans la MRT Rocher-Percé et ailleurs en Gaspésie. C'est un événement qui est important tous les ans, mais cette année encore plus là, en raison de l'incertitude. Puis je pense que le message qui en sort est assez positif finalement. Là. Il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y a personne qui s'attend à une catastrophe cette année. Là. Ça va quand même bien aller là, malgré tout. Dès qu'on en sort un peu plus sur la fameuse incertitude. On saura quand la saison de pêche au crabe, entre autres, ça dure quelques semaines. 3-4 semaines, l'essentiel du quota est capturé, surtout maintenant cette année que le quota est un peu plus faible que l'an passé. Alors, on a une période assez critique là, du mois d'avril, finalement. Là. Alors, s'il y a des quotas, s'il y a des tarifs au mois d'avril, on va faire avec. S'il n'y en a pas, mais on aura sauvé une grande partie de notre saison finalement, parce que l'essentiel du crabe aura été capturé déjà. Ensuite de ça, bien, il y a évidemment le homard qui va commencer là, par la suite, qui va durer 2-3 mois. Donc, on a quelques semaines, quelques mois devant nous là, à essayer de gérer la situation. Donc, c'était
c'était l'occasion de pouvoir rassurer les marchés, si on veut. Ben, les producteurs plutôt. Mais le marché absolument. Écoutez, je pense que les gens avaient quand même des discussions, là, que ce soit par téléphone, par Zoom ou Teams, là, avec les clients potentiels, les clients actuels, les clients avec qui ils font affaire depuis de nombreuses années. Mais je pense que le fait de se voir en personne, puis un peu pouvoir discuter aussi avec les producteurs d'ailleurs, hein, que ce soit sur la Côte-Nord, les Îles-de-la-Madeleine, même les Maritimes, qui sont oui nos compétiteurs, mais également nos alliés là, face à une situation d'incertitude comme ça, d'un peu de guerre tarifaire. Donc que tout le monde a pu voir là, qu'on pouvait se tenir finalement, puis que finalement, je pense que ça va être quand même une année positive. Là. Tu me disais, pour terminer, que le quota a diminué par rapport à l'an passé. C'était quoi l'an passé, le quota, puis cette année, c'est quoi? J'ai pas le chiffre, hein, mais on parle d'une baisse d'environ 30% là, cette année. Là, c'est quand même pas mal, 30%. Ouais, c'est pas mal, mais c'est prévisible. Hein, vous savez, la pêche au crabe, là, c'est très cyclique, donc on peut prévoir à l'avance qu'il y aura des baisses et des hausses de quotas. Le chiffre final, évidemment, il est déterminé par des relevés biologiques là, par Pêche et Océan Canada, qui font des tests et qui déterminent un peu l'état de la biomasse. Donc, on a eu une baisse de quotas l'an passé, encore une cette année, probablement une autre l'année prochaine. Ensuite de ça, ça risque fort de reprendre à la hausse. C'est comme ça depuis toujours. Donc, c'est un cycle qu'il faut faire avec. Ça reste de la biologie, ça reste du vivant en mer. Donc, c'est dans le fond de la mer, on les voit pas très clairement. Donc, c'est pas si évident que ça là, à savoir. Par contre, ça fait partie des calculs. Là, les gens qui pêchent le crabe, ils s'attendaient déjà à ça. Donc, ça fait partie de la réalité. Eh bien, André-Pierre Rossignol, merci beaucoup pour votre passage en studio. Mais merci, ça fait plaisir. Puis n'hésitez pas, on va revenir avec plaisir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien, point de service de Grande-Rivière, Cap-d'Espoir, Sainte-Thérèse et Percé, les spécialistes en services financiers. Pour des conseils d'experts, venez rencontrer nos spécialistes en finances personnelles ou d'entreprise. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien est là pour vous et pour sa communauté.